Fiscalité immobilière en Espagne. Donc, d'abord, je me présente rapidement. Je m'appelle Geoffroy Reiser. Je suis directeur Europe chez Mastéos. Donc, on est une société actuellement de 450 employés en France, Belgique et Espagne. Et en Espagne, on couvre Barcelone, Madrid et Valence. Et évidemment, on ouvrira d'autres villes plus tard. Euh, Sur la fiscalité immobilière en Espagne, qui est une question qui intéresse beaucoup nos investisseurs. La première des choses à savoir, c'est que d'abord, au moment où vous achetez un bien en Espagne, si vous n'êtes pas familier avec les frais de notaire ou les frais d'acte d'achat, comme on les appelle en Belgique par exemple, euh, en Espagne, ce que nous appelons les frais d'acte d'achat en Belgique ou les frais de notaire en français, ça s'appelle ITP. D'accord? Donc, c'est Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Cet ITP, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les frais de notaire à tort, parce qu'en fait, c'est concrètement un impôt qui est collecté et qui est à destination de l'État. Donc en réalité, ces frais de notaire-là ou cet ITPL-là, c'est une taxe qui est à destination de la région, de la communauté autonome dans le cadre de l'Espagne. Région par région, Barcelone, c'est 10%, Valence, c'est 10%, Madrid, c'est 6%. Donc Madrid est la moins chère des trois quand vous achetez un appartement. Et je vais vous donner un exemple très précis. Admettons que vous achetiez un bien à 200 000 euros à Madrid. Je vous ai mis là sur la droite ce que ça donnerait. Concrètement, ce que ça veut dire, si vous achetez à Madrid un bien à 200 000 euros, vous allez payer 6%, comme je disais, de 200 000, donc 12 000 de ITP, donc cette taxe, cet impôt collecté au moment de l'achat. Et ensuite, vous avez des petits frais en plus qui, eux, pour le coup, sont des réels frais administratifs. Par exemple, le fait de modifier le registre de la propriété, enfin des choses qui sont obligatoires. Donc, très concrètement, ce qui importe pour comprendre combien coûte un achat, c'est ça. Vous achetez un bien à 200 000 euros à Madrid, vous avez 12 000 euros de frais de notaire, plus quelques petites broutilles, entre guillemets, c'est-à-dire les frais dont je parlais, de modification du registre de la propriété, etc., dont va s'occuper justement un notaire. Et donc, ça va vous coûter 213 725. Vous voyez l'impression d'écran ici. Assez intéressant, c'est que finalement, c'est très simple. Parce que si vous achetez à Barcelone ou à Valence, c'est 10%. Donc, 200 000, vous rajoutez 10%, vous êtes à 220 000 et un tout petit peu plus avec justement à chaque fois les réels frais de notaire, d'inscription, de gestion. Ensuite, une fois que vous avez acheté, ça c'est en général la majorité de là où se concentre notre attention, c'est l'imposition des revenus locatifs. Qu'est-ce qui se passe pour moi, résident fiscal espagnol, moi, résident fiscal français peut-être, belge peut-être, suisse, anglais, etc. Combien vous allez payer d'impôts locatifs quand vous achetez en Espagne? C'est très simple. C'est très simple et je vais vous en parler avec plaisir, d'autant que moi, j'ai deux appartements en Espagne, un depuis plus de 4 ans déjà, dont un depuis plus de 4 ans que je loue. Donc, je paye des impôts locatifs en Espagne en étant moi-même résident fiscal français. Donc, je connais par cœur le système. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ça. D'abord, je fais forcément la différence entre l'achat en nom propre et l'achat en société. Moi, j'achète en nom propre. La plupart des gens en Espagne, enfin, ou des gens qui achètent en Espagne, achètent en nom propre. Parfois, certaines personnes peuvent faire société, mais c'est assez rare. Là où en France, par exemple, il peut y avoir beaucoup de sociétés civiles immobilières. En Espagne, c'est quand même beaucoup de noms propres. Alors, achat en nom propre, comment ça se passe? Là, il y a un tableau qui est en anglais, mais je vais en parler, qui résume l'essentiel. Vous voyez dans la colonne de gauche, il y a marqué Fiscal Residency, donc la résidence fiscale, parce qu'en fait, vraiment, on parle de qui vous êtes et donc qu'est-ce que vous allez payer. Si vous êtes résident fiscal espagnol, donc là, c'est la deuxième ligne, résident fiscal espagnol, Fiscal Residency Spain, il y a deux cas. Soit vous exploitez votre bien en court terme, ça veut dire que vous faites du Airbnb ou des choses comme ça, et à ce moment-là, il n'y a rien de particulier, vous allez avoir des revenus, avoir des charges déductibles. On en parlera en détail plus tard. Donc, je ne reviens pas tout de suite sur les charges déductibles, mais on en parlera après. Et vous allez rajouter ce qui reste, le bénéfice, donc revenu moins charge, à votre IRPF, c'est-à-dire Impuesto sobre la renta de personas físicas. Donc, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Donc, ça, c'est l'impôt sur le revenu à titre individuel. Donc, je fais 10 000 euros, par exemple, de revenus en louant mon bien sur Airbnb. Admettons que j'ai 2 000 euros, peu importe, de charges déductibles. J'ai donc ce 8 000. Ce 8 000, je le rajoute
sur ma base imposable si je suis résident fiscal espagnol et que je suis dans ce cadre du court terme. Maintenant, ce qui est fantastique en Espagne, si je suis résident fiscal espagnol toujours, c'est que si jamais je fais du long terme et non pas du court terme, j'ai un énorme intérêt, c'est que j'ai 60% d'abattement sur mes revenus locatifs. Je m'explique. L'Espagne souhaite que les logements soient à destination long terme pour que ce soit des gens qui vivent dans des logements en résidence principale, etc. Et non pas de la spéculation avec du Airbnb ou des choses comme ça. Et donc, l'Espagne encourage les résidents fiscaux espagnols à mettre leur appartement disponible sur le marché de la location sur du long terme. Donc, si je gagne toujours pareil 10 000 euros par an de revenus locatifs en Espagne et que mon locataire, c'est sa résidence principale, j'ai un contrat de long terme avec lui, je lui loue mon appartement, et bien en fait, sur ces 10 000 euros-là, je vais enlever 60% et je ne serai imposé que sur les 4 000 restants. C'est ça que je vais rajouter sur mon IRPF si je suis résident fiscal espagnol. Donc ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que les résidents fiscaux espagnols adorent investir dans l'immobilier parce que finalement, j'ai un abattement incroyable qui me permet de payer peu d'impôts. Maintenant, comme je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et à être résident fiscal français, belge, suisse et de nombreux autres pays, je vais parler évidemment de si vous êtes résident fiscal européen ou alors extra-européen, en tout cas non espagnol. Si vous êtes résident fiscal français, belge, etc., enfin européen de manière plus générale, vous allez payer ce que moi je paye, ce qui s'appelle l'IRNR, Impuesto sobre la renta de no residentes, donc impôt sur les revenus des non-résidents. Non-résidents s'entendant comme non-résident fiscal espagnol. Donc typiquement, si vous êtes résident fiscal français, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois par trimestre, vous avez vos revenus moins vos charges, vous déclarez ça et vous payez sur ça, sur ce bénéfice, 19% seulement. Donc, c'est vraiment pas élevé du tout. Je vous parlerai plus tard d'exemples précis pour que pour que ce soit familier. Mais comme vous avez en charge déductible beaucoup de choses, on va en revenir après, mais vous amortissez le prix du bien, les travaux, vous avez toutes les charges qui passent, comme par exemple l'électricité, Internet, etc. Au final, vous allez payer 19% de quelque chose qui est déjà hyper réduit grâce aux charges déductibles, donc c'est très peu d'impôts. On en parlera après. Si vous êtes extra-européen, donc typiquement, on a des clients qui aujourd'hui nous contactent pour acheter et qui sont résidents fiscaux, par exemple de Dubaï, de Singapour, du Cambodge, etc. À ce moment-là, ce n'est pas 19%, c'est 24%, mais c'est le même fonctionnement. Donc, il y a une espèce de petite préférence européenne. Bon, 19 ou 24, ça ne change pas non plus la face du monde. Si vous achetez en société, parce que, comme je disais, même si peu de gens le font, en tout cas en Espagne, ce n'est pas très développé, vous pouvez toujours le faire. Bon, bah, à ce moment-là, vous achetez via une société, vous payez l'impôt sur les sociétés, qui est de 25% en Espagne, sauf une ou deux exceptions. Mais c'est pas, en tout cas pour toutes les régions qui nous intéressent, c'est 25%. Illustration, je vais vous donner un exemple, deux exemples, d'accord? Je vous donne deux exemples. On commence par celui-là. Admettons que vous ayez des revenus locatifs à 13 200 euros. Alors, pourquoi cet exemple-là? C'est un exemple qui est tiré justement d'un blog extrêmement bien documenté sur l'imposition des revenus locatifs en Espagne. Alors, je prends celui-ci avec plaisir. Revenu locatif 13 200 euros, charge déductible 3 400 euros. Donc là, c'est un cas précis. On ne va pas aller dans le détail. On va parler des charges déductibles juste après. Charges déductibles, donc intérêt du prêt, assurance, propriétaire non occupant, charge de copropriété, IBI, qui est l'équivalent de la taxe foncière, coût de maintenance, etc. Donc, revenu moins charge, j'arrive à mon bénéfice. C'est ça qui nous intéresse. Considérons un bénéfice de quasiment 10 000 euros. Si je ne suis pas résident fiscal en Espagne, je vais donc payer l'IRNR, impôt sur les revenus des non-résidents. Et donc, qu'est-ce que je paye? Je paye 19% de 9 765, donc de mon bénéfice foncier, ce qui fait 1 855 euros d'imposition par an. Ce qui, si je calcule ce 1 855 par rapport au revenu brut de 13 200, correspond à 14% seulement. Donc, c'est très bon. C'est un très bon taux d'imposition. C'est absolument pas un matraquage fiscal. Si maintenant je suis résident fiscal en Espagne, alors je paye l'IRPF. Et grâce à l'abattement de 60% dont on parlait tout à l'heure, si je le loue en long terme à quelqu'un dont c'est la résidence habituelle, à ce moment-là, je ne vais payer que mon taux d'IRPF sur le bénéfice abattu de 60%.
Donc là, on se retrouve dans cet exemple avec une imposition, un taux effectif réel de 8% seulement. Donc vraiment une imposition très faible dans les deux cas finalement. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça ce sur quoi je voulais insister parce que les gens se posent énormément et nous posent énormément la question. Je vais vous donner un exemple encore plus précis et différent. Donc celui-là, comme je le disais, il est tiré d'un blog extrêmement bien documenté et pour le présenter en 3 minutes, c'est la meilleure manière. Je vais vous prendre un exemple, celui-ci, là, avec le document Orange, qui est un exemple carrément le mien, ma dernière déclaration IRNR. Donc, moi, je suis résident fiscal français. J'ai des appartements loués en Espagne avec des locataires dedans. Moi, je loue à des étudiants. Et donc, IRNR tous les trimestres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends le deuxième trimestre de 2022 et je vous montre ma déclaration. J'avais sur le deuxième trimestre 2022 pour cet appartement-là, 2775 de revenus locatifs. Ça veut dire 925 euros par mois pendant 3 mois, donc 2775. Ensuite, j'avais des charges déductibles de 2000 euros. Donc, en fait, vous voyez que mes charges déductibles sont quasiment égales à mes revenus bruts. Donc, il me reste une base imposable ou un bénéfice de seulement 680 euros, donc quasiment rien. Ça montre que le résultat est extrêmement bien écrasé. Et j'en parle juste après. On va parler juste après de ça, des charges déductibles. Ce qui fait qu'au final, je paye 19% de ce bénéfice. Ça ne fait que 130 euros. Donc concrètement, 40 euros par mois d'impôt. 40 euros par mois par rapport à des revenus de 925. Donc, vous voyez, ça fait une imposition réelle de 5%. C'est rien du tout. Justement, parlons des charges déductibles, parce que c'est vraiment là où est la clé. Alors, charges déductibles, première chose, sachez qu'on n'a pas besoin d'être expert nous-mêmes en fiscalité. Quand je dis nous-mêmes, c'est vous, moi, etc. Parce qu'on travaille toujours en général avec un fiscaliste, un comptable, qui fait les déclarations pour nous et qui connaît ces règles comptables-là, qui sont des règles comptables espagnoles. Ce qui se passe, c'est que là, je vous en parle un petit peu pour que vous ayez, si vous en avez envie, une espèce de culture par rapport à ça ou pour savoir un petit peu quel est l'environnement. Mais sachez que vos déclarations seront faites normalement par un comptable ou un fiscaliste et que ça sera pas, vous n'aurez pas à vous embêter avec ça. Donc, qu'est-ce qui est déductible dans les charges? D'abord, les frais Mastéos sont déductibles et les frais d'agence immobilière de manière plus générale. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait que nos frais, finalement, sont indolores. Le prix du bien est déductible. Je m'explique. Ce n'est pas exactement le prix du bien qui est déductible. C'est on peut amortir 3% par an de la valeur cadastrale construite. Alors, on dirait que c'est du chinois. Ça n'en est pas exactement. La valeur cadastrale construite, c'est à peu près 65% du prix du bien. Donc, on va prendre un exemple précis. Vous achetez un appartement à 200 000 euros en Espagne. D'accord? La valeur cadastrale construite, ça c'est de la comptabilité, elle est de 65% de 200 000. Vous pouvez amortir 3% de ça par an. Donc concrètement, si vous achetez un appartement à 200 000 euros, vous allez pouvoir amortir 3 900 euros par an. Donc c'est 3 900 euros par an de faux frais, ce pas des faux frais, mais d'amortissement qui donc vous permettent de payer moins d'impôts. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est toutes ces charges déductibles-là, c'est que des bonnes nouvelles parce que c'est tout ce qui fait que vous allez payer moins d'impôts. Donc, le prix du bien est déductible, 3% par an. Ensuite, les travaux sont déductibles, 3% par an aussi, c'est la règle comptable. Donc, vous faites 30 000 euros de travaux, par exemple, vous allez donc pouvoir amortir 900 euros par an. De nouveau, c'est ça en moins de votre base imposable. Le mobilier est déductible, et là, c'est 10% par an. Donc, vous achetez 10 000 euros de meubles, ça fait 1 000 euros par an en charges déductibles. Ensuite, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Comme en France, comme en Belgique, comme partout, hein, ça, c'est à peu près universel comme règle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de charges déductibles? Pour le coup, tout ce qui a trait à l'exploitation du bien. Donc, la taxe foncière, l'électricité, l'assurance habitation, l'eau, les charges de copropriété, l'internet, tout ce qui est une charge en lien avec votre appartement que vous louez est une charge réelle et donc évidemment une charge déductible. Donc, c'est grâce à tous ces frais déductibles que vous écrasez votre imposition et que vous payez très peu d'impôts en Espagne. J'insiste parce que c'est vraiment très important. Les gens, parfois, se demandent, par exemple, les résidents fiscaux belges se disent
en Belgique, on a de la chance, on paye très peu d'impôts sur les revenus locatifs. J'ai peur, si j'achète en Espagne, que de payer beaucoup d'impôts. Vous n'allez pas payer beaucoup d'impôts en Espagne, je vous le garantis. De nouveau, dans mon exemple, je vous l'ai montré juste avant, le taux d'imposition réel que j'ai, c'est moins de 10%. Donc, bon, c'est vraiment pas gênant. Pour être très concret, parce qu'en plus, j'ai préparé ce webinaire, mais j'ai même fait ma déclaration, une autre encore plus récente que celle-ci, il y a 3 jours. Enfin, préparer ma déclaration, donner les chiffres à mon comptable. Donc, il m'a rendu l'IRNR du dernier trimestre. Et sur un appartement où on gagne 2000 euros par mois de revenus locatifs, on paye 200 euros par mois d'impôts. Voilà, d'impôts en Espagne. Donc 10%, grâce aux charges déductibles, etc. Donc, c'est vraiment pas un matraquage, c'est vraiment hyper acceptable et plutôt cool. Je voulais juste, là, c'est pour les résidents fiscaux de tous les pays, mais c'est un exemple français. Vous voyez, il y a marqué URSSAF. URSSAF, c'est en France, en fait, j'aime beaucoup utiliser cet exemple, faire comprendre aux gens qui veulent investir dans l'immobilier ou qui souhaitent investir dans l'immobilier que une imposition sur les revenus locatifs dont on parle là à 19%, 24%, etc., avec des charges déductibles qui font qu'au final, on va payer 15%, 10%, 5%. Si on le compare avec l'imposition du travail, c'est-à-dire l'imposition dont vous souffrez, ou en tout cas, peut-être le mot est trop fort, l'imposition que vous subissez tous les jours en vous levant, en allant au travail, il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui va gagner, allez, 4 000 euros bruts par mois en France, d'accord, donc 48 000 euros annuels, eh ben, le coût total pour l'entreprise, c'est 5 428 et non pas 4 000. Et le salaire net après impôt, si je suis célibataire sans enfant, c'est 2 700. Sans rentrer dans le détail, 5 004, 2 007, c'est 50% de fiscalité globale. Donc, tous les jours, en allant au travail, vous payez, chacun sa situation, mais globalement, vous payez 50% en fiscalité. D'accord? C'est un cas général, mais bon. Donc, du coup, est-ce qu'on préfère payer 50% en imposition du travail ou bien finalement, en faisant un investissement locatif, profiter d'impositions réelles à 10%, 15%, etc. La comparaison est intéressante. Ça permet de remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village et de se rendre compte que l'imposition des revenus locatifs est vraiment intéressante. Euh, Obtenir de l'aide pour déclarer vos impôts, je le disais tout à l'heure, faites appel à un comptable fiscaliste spécialisé pour déclarer vos impôts en Espagne. Évidemment, si vous travaillez avec Mastéos, on vous donne les contacts. En termes de coûts, on parle à peu près de 200, 300 euros par an pour les déclarations d'un appartement, pour des déclarations de type IRNR ou même IRPF. C'est à peu près similaire, voire un petit peu moins cher. Donc voilà, c'est pas cher. Vous ne vous embêtez pas avec ça et c'est quand même beaucoup mieux de déléguer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'imposition de la fiscalité et l'imposition des revenus locatifs en Espagne. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas à nous contacter. On sera un grand plaisir de vous répondre. Et là, aujourd'hui, c'était en live depuis Barcelone, où on est pour un salon immobilier. Donc là, je suis dans un Airbnb qu'on a loué avec l'équipe pour un salon pour lequel on est ici. Donc voilà, on se fait plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et on va plus loin ensemble. Merci beaucoup et très bonne journée.